Sincèrement, on en est là, c'est ça la grosse menace du film. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour la critique de Jurassic World, le monde d'après, ou Jurassic World Dominion en VO. Donc j'ai été le voir vendredi dernier, et puis il faut dire que je m'en suis toujours pas remis. Ce scénario incroyable, ces effets spéciaux excellents, et cette mise en scène qui nous plonge dans le film, vraiment c'était sensationnel. Pas du tout. Petit rappel, mes vidéos sont spoilers, il n'y a pas du tout de partie non spoiler, donc si t'as pas vu de film, si t'as pas envie de te faire gâcher la vidéo, eh ben je te conseille de partir maintenant parce que vraiment on va spoiler à partir de la petite introduction qui arrive maintenant. Jurassic World, le monde d'après, je sais pas par où commencer, j'ai vraiment été bluffé à quel point ils en ont rien à foutre, on va le dire clairement, vraiment ils ont pris le film, ils ont dit on leur pond un truc, ils vont être contents, on va faire du fanservice, inutile au possible, j'ai rarement vu un fanservice aussi inutile. Dans Star Wars 9, le fanservice est chiant à mourir. Mais franchement, il y avait 2-3 clins d'œil réfléchis et tout. Pas des masses, je vous l'accorde, mais là, dans Jurassic World, mais c'est vraiment l'histoire de dire qu'il y a une référence à Jurassic Park, quoi. C'est insupportable. Insupportable. Si je commence par le début, du coup, je commence forcément par cette petite intro du film qui nous fait comprendre que tous les dinosaures se sont éparpillés aux quatre coins du monde. Alors qu'il y a genre 20 dinosaures qui sortent d'un hangar à la fin du film précédent, aux États-Unis. Donc, je comprends pas, mais c'est pas grave, on y va, on continue. Je me doutais que cette partie, de toute façon, même avant d'aller voir le film, je me doutais que ça allait être incohérent. C'était improbable qu'il y ait tant de dinosaures sur toute la planète, alors qu'ils sortent d'un hangar aux États-Unis et que, bon bah, en soi, c'est quand même gérable. Et le pire, je trouve, c'est ce petit plan qu'ils nous ont fait. Ça m'a beaucoup fait penser, pour ceux qui se rappellent, de la scène post-générique du premier Planète des Singes Origine, le premier des nouveaux, où tu vois le virus humain qui se répand sur la carte, et c'était très bien fait parce que tu vois le pilote qui arrive à la gare, qui se ressuie le nez, et du coup après t'as le petit point qui arrive en France, et en France ça explose, et ça va dans tous les pays, et le virus se propage, un peu comme Corona d'ailleurs. La Planète des Singes, c'était vraiment très bien fait, c'était vraiment très bien amené. Dans Jurassic World, je comprends pas parce que là on parle de la façon dont les dinosaures se sont expandus à travers le monde. Et là je me suis vraiment imaginé la scène de Jurassic Park 3 quand Alan se réveille dans l'avion et qu'il voit un vélociraptor lui dire Alan, ça m'a tué, vraiment j'ai imaginé le vélociraptor prendre l'avion. N'importe quoi, ça fait 1 minute que le film a commencé, n'importe quoi genre. Après je vais pas nier qu'il y a 2-3 scènes sympas, dans l'introduction du film on a Owen qui est en train de diriger un troupeau de dinosaures à cheval et tout, enfin c'était plutôt joli à regarder et intéressant comme idée, que si jamais on devait vivre en communion avec les dinosaures, est-ce qu'effectivement il se passerait ce genre de choses, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. On retrouve le personnage d'Ellie, il me semble, le personnage retrouvé de Jurassic Park du coup. Bah ça devient n'importe quoi. Déjà la première scène qu'on voit d'elle, elle enlève ses lunettes. mais elle enlève ses lunettes façon Jurassic Park. Mais tu la vois arriver, elle enlève ses lunettes de façon Jurassic Park. C'est-à-dire qu'elle débarque n'importe où. Si elle a des lunettes de soleil, elle les enlève façon Jurassic Park du coup. Donc voilà, on commence vraiment avec de la haute voltige et du coup une dame se fait manger son champ parce que tu vois des enfants jouer dans un champ et d'un coup ils croisent une genre de grosse sauterelle ou je sais pas quoi, et là t'as une vague de sauterelles géantes qui arrivent et qui commencent à manger toute la récolte, et eux se cachent dans la grange. Sincèrement, on en est là, c'est ça la grosse menace du film. Non mais vous la sentez la pilule arriver là ou pas, vous la sentez vraiment? Donc du coup moi qu'est-ce que je commence à me dire? Je commence à me dire peut-être qu'il y avait des sauterelles géantes à l'époque du Jurassic, enfin j'y crois tu vois, je me dis il y a un délire autour de ça. Donc on commence à nous faire comprendre que c'est des sauterelles créées en laboratoire, qu'elles sont génétiquement modifiées. Je suis déjà dépassé par les événements là. Ils se demandent qui sont les grands méchants de tout ça. Donc dans la petite, ce que j'ai oublié, excusez-moi, dans la petite introduction du début du film, on nous fait comprendre qu'il y a un groupe de scientifiques pharmaceutiques, je sais plus trop le blaze, qui protège les dinosaures, qui leur crée un espace de vie et de bien-être. Et évidemment, les seules récoltes qui esquivent les grosses sauterelles méchantes, ce sont les récoltes de ce groupe de scientifiques. Ce sont leurs productions en fait, qui ne sont pas touchées comme par hasard, quoi. Trop gros, c'est trop basique, c'est trop classique, c'est trop du revu, du déjà vu, et c'est nul en plus, c'est très mal amené. Celui qui dirige le groupe là,
j'ai pas compris, c'est l'acteur qui fait le père de Peter Parker dans Amazing Spider-Man, je me souviens plus de son nom. Mais vraiment, il joue un rôle qui a aucun sens. En fait, il prend que des décisions incohérentes. En plus de ça, ils ont ajouté, et ça, je sais pas si c'est ma perception en étant allé le voir en VO, mais ils ont ajouté des genres d'absence au personnage, des moments où je sais pas, il a des absences, il se remet un peu en question. Enfin bref, nul, mais nul. En plus, je crois qu'il a un nom qui fait référence à un autre personnage de Jurassic Park. Enfin bref, j'ai même pas envie de m'étaler sur le sujet tellement que c'est n'importe quoi. En plus, à la fin du film, alors là vraiment je vais au bout du film, hein. Vraiment je passais du tout début à la toute fin, mais à la fin du film il court et tu comprends qu'il a la petite bombe de chantier là du 1 là. Vraiment j'ai abandonné le projet là. Vraiment. Donc Blue, elle a une fille parce qu'on apprend plus tard dans le film qu'elle a été gêne de grenouille ou de tortue, je sais plus, je crois que c'est de grenouille, mais on va dire tortue au cas où parce que j'ai un petit doute. Et qui lui permet de se reproduire toute seule, donc c'est bon, la vie est cool quoi. J'imagine moi que toutes les espèces ont fait ça, et qu'il y a même des espèces qui sont sorties de terre, étant donné qu'elles sortaient d'un hangar à la base, et qu'il y a la 3/4 qu'on voit dans le film qui sont pas dans le 2, donc c'est cool, hein, des nouveaux dinosaures, on a envie d'en voir, hein, ça c'est sûr, mais pas autant d'incohérences quoi, vraiment là c'était abusé. Et du coup forcément il y a beaucoup de braconniers qui chassent les dinosaures, donc il y a des braconniers qui vont chercher du coup la petite de Blue. Au même moment la petite Lockwood elle est recherchée aussi parce qu'elle a des gènes particuliers, elle a été clonée dans les films précédents, on apprend que c'est une petite qui a été clonée, donc bon, elle est recherchée. Sa mère et son père adoptif du coup Owen vont essayer de la récupérer. Donc la première intrigue se lance où ils vont aller chercher leur fille et la petite de Blue. Pour vous résumer ce qui va se passer ensuite, il va faire une course de moto face à des vélociraptors en plein centre-ville. C'était cool, c'était bien fait, mais bon, voilà. Et on retrouve le personnage d'Omar Sy qui est là juste pour être incrusté, hein, mais il y avait tellement de références, je vous jure, à toute la saga sans que ça ait de sens. Je me suis demandé par exemple si on allait voir moi la fille de Ian Malcolm par exemple. Ça aurait été super intéressant de faire un truc comme ça, mais bon, c'était pas le genre de fanservice qu'ils voulaient nous faire. Donc voilà, on a Ellie qui va aller chercher Alan Grant pour démasquer les grands méchants avec leur sauterelle géante. Ils y vont, ils croisent la petite dans les labos, ils récupèrent la petite. Ian Malcolm travaille pour eux, donc du coup il va se ranger du côté de ses amis de Jurassic Park. Vraiment j'abrège parce que on est dans le plat, on est dans le mou. Même les scènes dites stressantes, elles sont inefficaces, mais tellement inefficaces. C'est-à-dire qu'on a une scène au bout d'un moment où la mère de Lockwood, j'ai totalement oublié le nom du personnage, est bloquée avec un parachute, avec un dinosaure aveugle qui tranche des têtes avec ses ongles. Tu ressens rien dans la scène parce que la mise en scène, t'y crois pas, t'as pas peur pour les personnages une seule seconde dans le film. Mais vraiment une seule seconde dans le film, tu n'as pas peur pour les personnages. Et là, je n'avais vraiment pas peur pour elle, c'était sûr, mais si évident qu'elle allait s'en sortir. Ça se voyait qu'elle était même pas sortie du parachute. Non, c'était abusé. Donc du coup, ils vont essayer de s'échapper de là. On apprend au milieu du film, donc le film vraiment je le prends dans tous les sens, hein, vraiment désolé, mais bon, il a fait la même chose avec moi, donc c'est pas très grave. Au milieu du film, on apprend que celui qui a créé les sauterelles, c'est encore une fois ce Dr. Wu qui est dans absolument tous les Jurassic Park presque, qui fait tous les mauvais choix au possible, et dans le dernier, on essaye de lui créer une genre de rédemption, une genre mais n'importe quoi, vraiment un truc pas construit du tout, un truc qu'on te pond comme ça pour que t'aies de la pitié pour le personnage dans le dernier film, à la dernière minute. C'est naze, mais de chez naze. Il fait que les mauvais choix, ce mec, c'est un truc de fou. D'ailleurs, est-ce qu'il y a 15 scientifiques dans l'histoire de Jurassic World? C'est quand même un truc de fou que tout le monde fasse appel au mec qui a tout ruiné à chaque fois. À chaque fois, il a pris les mauvaises décisions. Il l'a toujours fait, ça s'est toujours mal fini, quoi. C'est toujours ce même mec. Vraiment, on n'a jamais changé. Il n'y a jamais un nouveau scientifique qui arrive qui a dit « Moi, j'ai des idées de fou pour innover, pour machin. » Non, non. Donc voilà, j'ai poussé un peu mon coup de gueule sur Jurassic World. Après, de là à vous dire que c'est une grosse déception, absolument pas. Parce que j'adore Jurassic Park. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu. J'adore le monde d'après. Pour moi, c'est une suite incroyable. Je n'adore pas Jurassic Park 3. À la limite, je l'apprécie pour la nostalgie qu'il me procure. Jurassic World 1... c'était moyen, tu sentais qu'il n'y avait pas grand intérêt, sauf que les effets spéciaux étaient beaucoup plus beaux, donc allez, on prend, tu vois. Fallen Kingdom, je veux bien faire l'effort de me dire, allez, ils ont essayé de chercher quelque chose, même si c'est pas terrible. Mais là, non quoi, c'est pas une grosse déception parce que c'est pas une surprise en fait. Ah, c'est tout, après je m'attendais juste à un peu mieux, un chouïa mieux que ce qu'on a eu, et après, bon, bah c'est pas grave.
On va faire avec ce qu'on a, on va s'arrêter à Jurassic Park et le monde d'après. Moi, ça me va très bien personnellement. J'espère vraiment que le réalisateur ne pense pas qu'il est à la hauteur d'un Spielberg, parce que là, on y est vraiment loin et il a rien compris en fait au travail de Spielberg. Et c'est malheureusement une évidence dans ce dernier Jurassic World. C'était la critique hebdomadaire. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à mettre un pouce bleu, ça soutiendrait beaucoup mon travail. Merci à toi, à la prochaine, ciao!